ABK Matin, l'interview. Sidonie Fikak avec le docteur Yambé Timba. Docteur Yambé Timba, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Madame Fikak et bonjour à tous ceux qui sont avec vous en studio ainsi qu'à ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir, comme tous les lundis, de vous retrouver dans le cadre de ce programme. Et vous avez choisi qu'on parle d'un sujet assez important pour les Camerounais, certainement à la faveur de ces discours haineux qui peuvent prospérer ça et là. Vous avez bien voulu qu'on essaye de répondre à la question: les Camerounais sont-ils tribalistes? Oui, question simple, mais question grave. Il faudrait qu'on s'entende parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays et que les hommes politiques, les journalistes et beaucoup d'intellectuels maladroits ou tout simplement incompétents nous laissent croire qu'elles sont le fait du tribalisme. Oui. La question est de savoir qu'est-ce que c'est que le tribalisme. Alors, beaucoup de gens vont vous dire que c'est un mode d'organisation basé sur la tribu, mais c'est vague. C'est quoi un mode d'organisation basé sur la tribu? Certains vont vous dire c'est le fait que, en réalité, ce mode d'organisation met en avant le sentiment d'appartenance à cette tribu. Et que finalement, on fonde la vie sociale sur ce sentiment d'appartenance qui va donc exclure les autres. Voilà en gros ce qu'ils pensent être le tribalisme. Et quel que soit le discours que vous allez entendre, il est d'une manière ou d'une autre organisé autour de cette compréhension de ce qu'on appelle le tribalisme et qui pour moi est totalement fausse. Oui. C'est une compréhension totalement fausse. La vérité est que les intellectuels et les hommes politiques africains, particulièrement camerounais, ne se sont pas sérieusement penchés sur les conditions historiques d'appartenance de ce qu'on a appelé plus tard le tribalisme, ni sur le fait de ce que c'est que, quelles sont les conséquences ou quel est l'impact de ce qu'on appelle le tribalisme sur notre vie nationale. Ils oscillent entre le mode de vie, entre l'idée qu'on peut organiser la société comme les Européens, comme si nous avions la même histoire que les Européens, oubliant que l'organisation sociale européenne est le fruit de l'histoire européenne, et d'autre part, le fait que nous puissions organiser strictement nos sociétés sur la base de cette appartenance-là. Sauf qu'il faudrait qu'on puisse établir que l'histoire qui conduit à cette ineptie qu'ils appellent l'appartenance tribale, le mode d'organisation organisé sur la tribu, si cela fait partie de l'histoire authentique de l'Afrique telle que les Africains auraient voulu la vivre ou telle que les valeurs africaines stipulent que nous devrions vivre. Ils ont tort dans l'un et dans l'autre cas. Oui. Malheureusement, ça demande de s'asseoir, de mener une réflexion critique, ce que nos hommes politiques n'aiment pas faire ou n'arrivent pas à faire, ce que nos intellectuels pour la plupart n'aiment pas faire ou n'arrivent pas à faire pour une raison simple. Dans les deux cas, si vous plaisez aux Occidentaux, vous pouvez être sûr de pouvoir prendre un avion, vous pouvez être sûr d'avoir un visa, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous soutenir pour diriger votre pays, vous pouvez le matraquer comme vous voulez, vous pouvez l'appauvrir, ce sera eux. Ils ont décidé que c'est vous qui êtes légitime, vous resterez en place. Et donc, nos hommes politiques et nos intellectuels qui cherchent tous des strapontins et des fauteuils d'un certain niveau, acceptent acceptent sans réfléchir des choses comme celle-là qui viennent nous pourrir la vie et ils les utilisent au quotidien pour séparer les Camerounais. Mais comment on en est arrivé à cette situation dans laquelle le sentiment d'appartenance à la tribu est devenu quelque chose de particulièrement important? Parce que ce que ça laisse croire, le tribalisme, c'est que de tout temps, et je rappelle que les modes d'organisation primaires qui sont apparus dans l'histoire de l'humanité, oui, qui nous datent de 300 000 ans. Ça laisse donc croire que depuis 300 000 ans, les Africains sont organisés sur le mode de l'appartenance tribale, ce qui est totalement contredit par les grands empires que nous avons construits. L'empire d'Égypte, l'empire de Sumer, les empires que les Noirs construisent dans l'Inde ou dans la Chine ancienne, l'empire du Monomotapa, l'empire du Mali, le royaume qui occupait la Californie avant l'arrivée des Européens en Amérique. Je prends quelques exemples, mais il y en a partout. Les grands royaumes qui ont existé en Afrique, le Mali, l'empire de Nubie et tout ça, mais ce n'étaient pas des empires tribaux. On n'a jamais organisé la vie en Afrique sur la base tribale. Vous ne pouvez pas faire un grand empire fondé sur une tribu. C'est pas possible. Donc, les gens qui s'asseyent là,
parce qu'ils sont des hommes politiques et ils ont le pouvoir par le fait d'être impliqués dans le néocolonialisme. Ou les autres intellectuels là, qui sont dans la mouvance de ouais, l'Occident a raison, les Blancs ont tout fait, ils sont les plus intelligents. Il faut faire très attention parce que vous détruisez nos pays. Le fait que nous ayons construit de grands empires dans l'histoire de l'humanité signifie de façon claire que nous avions dépassé le fait tribal et que nous avons su construire les choses à un niveau qui intègre les tribus de telle sorte que, sans nier leur existence, nous puissions construire une unité qui permette justement de faire empire, de faire royaume, de faire république, de faire politique. Et ça, ce type de réflexion, nos intellectuels, nos hommes politiques n'en veulent pas. Parce que si vous dites ça, vous réunissez le peuple. Et il y a des modalités par lesquelles on arrive à ça. C'est par exemple la question, je vous prends quelque chose de plus récent au Cameroun. Oui. L'UPC n'est pas un parti tribal. Ils n'ont jamais connu ce que c'est. Pourquoi ? Parce que l'UPC défendait, était justement fondé sur les valeurs traditionnelles africaines, contrairement à ce qu'on croit, et l'une est sur les apports de la modernité tels que le syndicalisme. L'avantage du syndicalisme, c'est qu'il dépasse votre personne, dépasse votre appartenance tribale pour défendre une cause qui nous unit tous. Si nous avons le syndicat des transporteurs, on ne cherche pas à savoir si vous êtes de Betare Ouya, vous êtes de Fondjoumé Kouet, vous êtes de Makondo ou vous êtes de Guidigis. Nous sommes tous des conducteurs de moto. Et donc, la question syndicale dépasse nos appartenances tribales. Donc, vous avez des hommes politiques au Cameroun qui ont tué totalement le syndicalisme parce qu'ils savent que c'est l'UPC avait pour fondement le syndicalisme et que c'est ça qui permettait d'avoir la capacité de défendre la cause nationale, une cause qui est trans-tribale, donc qui est au-delà tribal et qui considère donc qu'on doit défendre les intérêts de la collectivité nationale. Et c'est ça que ces gens-là ont détruit. Les intellectuels à 2 balles qui ont suivi là dans les années 80, 90, 70 là, et qui n'ont pas à partir de là, et qui étaient tous intégrés dans la dynamique du néocolonialisme et de la recherche des strapontins, ont considéré qu'il ne fallait rien faire pour maintenir vivant la flamme syndicale et pour maintenir surtout vivant le fait que la collectivité nationale est au-dessus de la tribu et que le leadership ne peut pas s'exercer de façon légitime et de façon durable à partir d'une base tribale. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à ça que nous assistons, c'est ce que nous vivons, et c'est ça qui détruit notre pays et bloque le développement de notre pays. Mais le sentiment d'appartenance tribale, cette espèce d'exacerbation de la référence à la tribu vient de quoi? Historiquement, il y a quelque chose qui a provoqué ça. Et cette chose qui a provoqué ça est facile à reconstituer et sa reconstitution nous permettrait de comprendre. Oui, docteur Yambé Timba, qui, on peut l'imaginer un tout petit peu perturbé dans son intervention, voilà justement, par peut-être un petit prince ou une petite princesse africaine. Docteur Yambé Timba. Il avait dit que c'était un petit prince. Ah, c'est un petit prince, oui, docteur. Oui, excusez-moi, il y avait eu une petite rupture. Ah oui, nous l'avons remarqué, docteur. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a un processus historique qui va exacerber l'appartenance, si vous voulez, le sentiment d'appartenance. Et ce processus, les Africains, les hommes politiques africains, pour autant qu'ils veulent vraiment reconstruire l'Afrique, et les intellectuels africains, pour autant qu'ils veulent repenser l'Afrique et non pas ressasser les vieilles théories ridicules des Occidentaux, qui sont tout simplement le produit de leur propre histoire. Arrêtez de nous raconter que Montesquieu a dit que, Rousseau a dit que, Hobbes a dit que. C'est le produit de l'histoire des Occidentaux, c'est des Européens, ça n'a rien à voir avec notre histoire ici. Or, ce qu'ils ont provoqué chez nous, c'est quoi? Et qui arrive dans l'exacerbation de ce sentiment, d'appartenance tribale. Avant que les Arabes, à partir du 11e siècle, du 10e, 11e siècle, ne commencent les razzias, c'est-à-dire finalement la traite négrière africaine, parce que les Arabes sont les premiers à organiser à grande échelle une traite négrière. Bon, après, les gens... Ils ne font pas attention à toute l'histoire et ils sont là, et les Africains auront bien du mal, si on ne remet pas chaque chose à sa place, à bien comprendre les actes qu'il nous faut poser pour restaurer notre place dans l'humanité. Les Arabes organisent la première traite négrière et cette traite négrière va nous coûter 27 millions d'Africains qui seront déportés, mais pour chaque Africain qui sera déporté,
on va en tuer au moins 10, entre 10 et 12. C'est eux-mêmes qui disent ça, ce n'est pas moi. Ça veut dire que pour que les Arabes transportent 27 millions d'Africains dans la péninsule arabique, qui sont des esclaves qui leur permettent qui leur permettent eux de ne rien faire et dont la force de production scientifique, technique qu'ils vont prendre en Afrique, ces gens-là vont massacrer du 8e, 9e siècle jusqu'au siècle dernier, d'ailleurs jusqu'à maintenant, puisqu'en Mauritanie, ils en sont encore là et qu'il y a toujours ces Africains qui vont dans les pays arabes, la Liban, Koweït, tout ça, et qui sont massacrés. On a vu ça ces derniers temps. C'est-à-dire pendant 14 siècles, ces gens-là ont massacré 270 millions d'Africains, en dehors des 27 millions qu'ils ont emportés là-bas. 270 millions d'Africains, c'est l'équivalent de la population du Nigeria plus la population de la CEMAC. C'est-à-dire que vous prenez le Nigeria et la CEMAC, ça n'existe plus. Voilà le nombre de personnes que les Arabes ont massacrées ici pendant la traite négrière arabe. Et il va donc s'y ajouter, cela va couper en grande partie les Africains du reste d'une partie du monde. Et viennent donc les Occidentaux avec la traite négrière occidentale qui sera plus courte, beaucoup plus brutale et beaucoup plus effroyable. Parce que entre 1454, lorsque le pape Nicolas V a autorisé l'esclavage des Noirs, la mise en esclavage des Noirs, c'est un pape qui l'a fait, il s'appelait Nicolas V. Vous pouvez trouver sa Bible en son encyclique, c'est pas moi qui invente, c'est dans l'histoire. Lorsque le pape autorise ça en 1454 jusqu'en 1960, parce qu'après, les Occidentaux vont vous raconter que non, l'esclavage a été aboli au 19e siècle. Ce qu'on faisait ici, le travail forcé qui était gratuit au Cameroun jusqu'en 1960, que ce soit au Cameroun ou sous tutelle anglaise ou au Cameroun sous tutelle française, il y avait le travail forcé. C'est-à-dire que c'était un travail qui était gratuit. Un travail gratuit, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'esclavage, non? Oui. Donc, l'esclavage dans nos pays africains, sous les Européens, est fini avec les indépendances. Donc, c'est dans le cas du Cameroun, c'est en 1960-1961 que le travail forcé, que l'esclavage est fini, a été aboli réellement. Donc, de 1454 à 1960, ces gens-là disent eux-mêmes qu'ils ont déporté 35 millions d'Africains dans ce cadre en Amérique. Et que pour chacun, lorsqu'il venait attraper les Africains, il en mourait exactement comme le fait des Arabes, parce que les razzias se passaient de la même façon, de toute façon. Il en mourait entre 10 et 12. Donc les Européens ont massacré en Afrique 350 millions de personnes, simplement pour transporter 35 en Amérique. 350 millions de personnes, c'est la population des États-Unis. Oui. C'est la population des États-Unis. Cette population, vous prenez toute l'Union européenne, 270 millions d'habitants, et vous ajoutez la CEMAC. Voilà un peu le nombre de personnes qu'ils ont massacrées. Et cela a contribué à quoi? L'économie, c'est 3 niveaux. C'est l'économie monde. C'est-à-dire, vous pouvez faire le commerce sur toute la planète. Vous allez partout. Et en Afrique, on retrouve les traces aujourd'hui. On allait faire du commerce en Chine, en Amérique, un peu partout. Donc, les deux traites-là, et particulièrement la traite européenne, nous ont coupé du reste du monde, de toutes les routes commerciales mondiales. Donc, ça nous a coupé de l'économie monde. Et ça a réduit l'économie de l'Afrique à ce qu'on appelle l'économie régionale, c'est-à-dire juste dans le continent. Mais même jusque-là, c'était tellement perturbé, mais les Africains ont résisté, ont continué à faire de l'économie. Et arrive donc ce qui va mettre fin à tout, ce qu'on appelle la colonisation. Quand elle arrive à la fin du 19e siècle, les Européens ont envie de diviser l'Afrique et ils vont diviser l'Afrique à Berlin. Cette division, ces nouvelles frontières seront telles que vous ne pourrez donc plus partir de Douala et aller faire du commerce à Calabar alors qu'on le faisait avant. Oui. On le faisait avant. Donc l'économie régionale et sous-régionale seront détruites. On ne pourra donc plus se déplacer. La conséquence, c'est qu'on va donc être réduit à ce qu'on appelle l'économie locale. Et lorsque vous avez été harcelé pendant 14 siècles par les Arabes et perdu 280 millions de personnes, et que vous êtes 260 millions de personnes, et que vous êtes harcelé par les Occidentaux pendant 4 siècles, 5 siècles, et que vous avez perdu 350 millions de personnes, et que vous êtes obligé de vous replier, donc d'avoir le repli sur soi comme mécanisme de défense qui vous permet donc de garder au moins la cellule de base de votre organisation, de votre structure sociale. À partir de là, forcément, cette réduction à la cellule de votre organisation sociale qui s'appelle donc la tribu, tous ceux qui vont apparaître chez vous et qui sont étrangers seront suspects. Tous ceux-là vont vous faire peur. Ils sont probablement des gens qui sont en train de ramasser des esclaves, qui sont en train de détruire votre civilisation. Voilà comment les Africains se retrouvent donc acculés, bousculés, harcelés, génocidés, complètement massacrés
et ils se retrouvent donc là avec un noyau qui s'appelle donc la tribu. C'est un processus historique qui n'a rien à voir avec nos valeurs. Et vous voyez qu'à partir de là, ce qui va se passer, c'est que le soupçon forcément de tout ce qui arrive, parce que les gens qui arrivaient, c'est eux qui aidaient à enlever les esclaves. Oui. Ils s'engageaient dans les batailles pendant lesquelles la plupart, beaucoup de gens mouraient. Eh bien, les gens, quand même, quand ça s'est passé pendant 14 siècles d'une part et pendant 6 siècles de l'autre, vous n'allez pas accuser les gens d'avoir intégré cela dans leur subconscient. C'est ça qui fait que les Africains se retrouvent là aujourd'hui. Or, on a constaté historiquement que c'est quelque chose qui peut être très rapidement dépassé si nous pouvons défendre des causes qui sont transtribales, c'est-à-dire qui vont au-delà de nos tribus. Oui. C'est ce que l'UPC a fait. C'est ce que l'UPC a fait. C'est ce que les syndicats des années 40-50 ont fait. Docteur, oui, docteur Yambé Timba, l'UPC a réussi à le faire, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que les autres partis n'aient pas réussi à faire ce que l'UPC, qui était pourtant l'un des partis pionniers, a réussi? C'est ça que je vous ai expliqué dès le début. C'est-à-dire que l'UPC n'était pas un parti de prébandiers. Ce n'était pas des gens qui couraient après les prébandes, qui couraient après des strapontins. C'était de vrais Africains qui étaient assis sur les valeurs traditionnelles de l'Afrique, qui sont des valeurs de solidarité. Le panafricanisme n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est quelque chose qui est dans nos gènes. La solidarité, c'est quelque chose qui est dans nos gènes. Le panafricanisme se définit par la solidarité entre les Africains. C'est quelque chose qui est dans nos gènes, donc c'est nos valeurs traditionnelles. La question est de savoir les sortes de personnes qu'on appelle les indigènes évolués. C'est comme ça qu'on les appelait dans les années 40-50, en tout cas depuis que la colonisation a commencé. Lorsque les indigènes évolués, qui sont donc ce que Frantz Fanon a appelé les peaux noires, masques blancs, ont pris les choses en main ou ont reçu les choses, eh bien, vous voyez que ceux-là sont des peaux noires, masques blancs, dont ne peuvent pas du tout être assis sur les valeurs traditionnelles africaines. C'est cela que Césaire appelait les larbins de l'ordre. L'ordre colonial, ils sont les larbins, ils l'exécutent. Donc, en réalité, l'UPC a créé le département, a démontré que nous savons comment dépasser la tribu, restaurer l'Afrique précoloniale dont parlait Cheikh Anta Diop, restaurer cette Afrique précoloniale, et en restaurant cette Afrique précoloniale, nous nous redonnions la capacité de construire de grands empires, de construire de nouveau de la prospérité et de la puissance à l'échelle du continent, et en le reconstruisant à l'échelle du continent, par l'intégration de l'Afrique doit s'unir de Kwame Nkrumah et de l'État confédéral africain dont parlait Cheikh Anta Diop, nous pouvions dépasser le fait tribal, comme l'ont fait nos ancêtres lorsqu'ils ont créé de grands empires. Or, vous voyez que les politiciens qui sont les peaux noires, masques blancs, les larbins de l'ordre, les indigènes évolués, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exploiter ce fait historique pour diviser le peuple. Ils vont l'exploiter, dire aux gens qu'on a toujours vécu comme ça, faire enseigner dans nos écoles primaires, dans nos lycées et collèges et dans nos universités que les Africains ont passé le temps à se faire la guerre. Ce qui est totalement faux. Des gens qui avaient de très grands empires ne pouvaient pas passer le temps à se faire la guerre. C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez voir à l'intérieur de la Chine des partis des Chinois en train de se faire la guerre tout le temps aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez voir à l'intérieur de l'Inde des gens en train de se faire la guerre aujourd'hui? Est-ce qu'à l'intérieur des États-Unis, les gens sont en train de se faire la guerre, sauf quand ils veulent tuer les Noirs comme ils veulent? Est-ce que vous voyez ça? Non, quand vous avez de grands empires, les gens ne se font pas la guerre à l'intérieur de l'empire. Donc, ce qu'on enseigne dans nos universités, dans nos lycées et collèges, dans nos écoles primaires, est faux. Sauf que c'est ça qui exacerbe le sentiment tribal. Donc, c'est le système lui-même qui vit, qui instaure, qui perpétue ce sentiment d'appartenance à travers le système éducatif et qui l'exploite sur le plan politique pour conforter les positions des uns et des autres. Mais pour le pouvoir central, le pouvoir suprême, ça permet d'émietter les leaderships contestataires. Ça permet d'émietter les leaderships qui pourraient remettre en question le pouvoir central. Vous voyez que tout ça, en réalité, est un jeu politique qui est donc dans les petites mains. C'est un jeu politique dont les petites mains sont les intellectuels, qui disent tout, n'importe quoi, ne tiennent pas compte de l'histoire et méprisent leur peuple. Comment pouvez-vous mépriser les gens qui vous ont permis d'être, les gens grâce à qui vous existez? Ubuntu, j'existe parce que tu existes, je suis parce que tu es parce que je suis. Ubuntu, nous tous, ensemble,
C'est ça que ça veut dire. Donc, en réalité, le sujet d'aujourd'hui, la discussion que je voudrais avoir avec vos auditeurs aujourd'hui, c'est de leur dire, n'écoutez pas ces gens qui viennent vous raconter que l'Afrique était une petite chose dans laquelle les gens passaient le temps à se frapper les uns sur les autres. Nous sommes un continent dont l'histoire est différente, qui a subi ces derniers temps une influence terrible, qui a amené les gens par besoin de se protéger, par mécanisme de défense, à se replier sur eux. Ce repli-là est stratégique. Ça n'a rien à voir avec le refus des autres ou avec la haine ou la détestation des autres. Pas du tout. C'est un mécanisme de défense. Mais il est possible de le dépasser et l'UPC a démontré que c'est possible. Docteur Yambé Timba, vous en parlez, mais on sait également qu'il y a des ressortissants de certaines aires géographiques qui pensent être marginalisés. Lorsqu'on se rend dans le nord, dans le grand nord, le septentrion, on se rend compte que chaque fois qu'il y a des concours, il y a des élites du coin qui essayent de faire le ratio entre les admis et les ressortissants du nord qui ont été finalement retenus. C'est presque pareil du côté de la région de l'Est Cameroun. Donc, il y a quand même que ces différents ressortissants de ces régions, de ces aires géographiques, pensent parfois être marginalisés. Non, madame. Si vous avez en reprenant tout ce que j'ai tenu comme discours, vous comprenez que ces gens-là, ce sont simplement des personnes qui sont vides idéologiquement. Ce sont des gens qui n'ont rien à proposer. Ils n'ont rien à proposer pour la construction du Cameroun et ils vont donc s'appuyer sur le tribalisme. Ça n'a rien à voir. Dans un pays organisé comme il le faut, tous les enfants vont à l'école, donc vous n'avez pas ce genre de faux problème. La difficulté que nous avons, c'est que vous avez des gens qui dirigent nos pays et dont ceux qui dirigent le pays actuellement ne sont pas des gens arrivés au pouvoir sur la base d'un parcours, d'un cheminement, de vision, de stratégie, de programmatique politique comme celle de l'UPC. C'est ça le problème. Parce que vous devez dépasser la tribu. Dès que vous voyez quelqu'un qui se lève, qui commence à raconter qu'il faut que mes gens soient nommés partout, il faut que moi, mes gens ne sont pas nommés suffisamment, dans les deux cas, ce sont des gens qui n'ont rien à proposer de sérieux. Oui. En fait, en voulant nommer les gens de chez toi partout, ça veut dire que tu sais que tu n'as rien à proposer au peuple. Rien du tout. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes les considérations politiques qui devraient être des idées, des théories, etc., pour bien formuler comment le peuple va vivre. Tu les ramènes à des considérations bassement matérielles et de présence qui va faire que tu sois sûr que chaque fois que tu arrives quelque part, c'est quelqu'un de chez toi qui est là. Docteur Yambé Timba, excusez-moi, est-ce que c'est pas factuel? C'est pas factuel lorsqu'on se rend compte quand même qu'il y a des ressortissants de certaines aires géographiques qui peuvent se retrouver majoritairement dans certaines administrations publiques ou parapubliques. C'est là, les chiffres sont là. Est-ce qu'on devrait nier cette réalité? Vous n'y êtes pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les faits. Écoutez bien ce que je dis. Les faits sont là, mais les faits démontrent que les gens qui dirigent n'ont rien de concret à proposer au pays. Oui. Et donc, ils ramènent les choses à cette considération basse. La question de fond, je vais vous poser une question. Je ne vais pas vous la poser, je vais essayer de dire quelque chose. Si vous avez conscience que c'est la collectivité nationale qui est importante et pas votre tribu, vous n'allez pas commencer à nommer les gens de votre tribu partout. Tout à fait. Vous n'allez pas être quelqu'un qui, parce qu'il est nommé quelque part, il remplit l'institution dont il a la charge avec les gens de chez lui. Parce que vous êtes conscient que ce qui importe, c'est la collectivité nationale et pas votre tribu. Et que votre tribu, en réalité, n'est qu'un maillon de cette collectivité. Et que si votre maillon soit devient trop fort, pèse trop, devient trop obèse, s'il devient trop obèse, il va casser le réseau, il va casser les mailles. S'il est trop faible, il risque de tirer vers le bas tout le système. Donc, vous créez des conditions qui sont en amont. Une éducation pour tout le monde, de la même qualité. Vous créez en amont le fait que les moyens de production ne sont pas contrôlés par quelques-uns, mais sont contrôlés par la collectivité. Vous créez en amont le fait qu'un certain nombre de ressources ataviques, c'est-à-dire sur lesquelles on peut
postuler, on a des droits ancestraux, soient effectivement exploités par tout le monde afin que chacun ait la chance de disposer de suffisamment de ressources pour vivre. Et quatrièmement, vous vous assurez que, en réalité, dans la situation dans laquelle vous projetez la prospérité et la puissance du continent, dans la prospérité et la puissance de votre pays et non pas de votre tribu, dans le grand concert de la solidarité africaine. Ou avec un type qui réfléchit comme ça n'a pas le temps de dire que tous ses cousins, qui parfois certains ne savent ni lire ni écrire, vont aller s'asseoir n'importe où ou vont dire n'importe quoi. Donc vous avez deux types d'hommes que cela va générer. Cela va générer des gens qui ne comprennent même pas du tout comment on en arrive à tribaliser la vie politique, parce qu'ils disent mais c'est un processus historique qui a conduit à l'exacerbation du sentiment d'appartenance. Or, ce processus historique était nocif pour nous. Comment est-ce que des gens normaux peuvent-ils pérenniser un processus qui était nocif pour nous? Alors, mais il y a un problème. Quelque chose qui est nocif pour votre peuple, vous ne pouvez pas le pérenniser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous aurez donc d'autres qui sont généralement des personnalités faibles, qui sont généralement des personnalités sans proposition concrète. Et malheureusement, dans le cas du Cameroun, vous allez trouver que tous nos leaders politiques, il n'y a pas une exception actuellement, en dehors des gens qui sont dans l'UPC et la vieille UPC, et pas l'UPC des profiteurs actuels là, ces gens sont les seuls capables d'aller au-delà, de ne pas considérer que tel a un nom qui sonne comme ceci, tel vient de tel village, mais qui considèrent qu'on a une collectivité nationale qui, elle, demande une solidarité de tous et demande une action de tous pour construire, c'est ce que disait Oumyové, élever les standards de vie de la population. Il n'a pas dit les standards de vie de quelques-uns, il a dit les standards de vie des populations, donc de tout le monde. Oui. Et ces deux types d'hommes que l'histoire a généré chez nous, c'est ça le combat sur le plan, c'est le combat qui est mené actuellement en fait. C'est-à-dire que comment faire, et ça, c'était l'un des objectifs fondamentaux de cette discussion avec vous ce matin. Est-ce qu'il faudrait intégrer dans le combat, Dr Yambé Timba, la question de l'équilibre régional dans le recrutement ou alors dans les concours de recrutement dans notre pays? Madame Fikak. Oui, docteur. Je suis en train de voler très haut et vous me ramenez à chaque fois au niveau le plus bas. C'est des réalités, c'est des réalités qui sont camerounaises. Non. C'est la réalité du système actuel qui est mauvais. C'est ça que vous aurez dû comprendre depuis le début. C'est ça que je ne fais que dire. Ce sont des réalités du système actuel qui est mauvais, qui ne propose rien de construit et de solide sur le plan idéologique. C'est-à-dire que le système actuel n'a aucune idéologie, n'a aucun système de valeurs, n'a aucune consistance en termes de propositions politiques pour le pays. Et donc, ce système va se laisser engluer, se retrouver englué dans des petites considérations de l'équilibre régional. Il faut regarder combien de gens il y a dans les concours. C'est le faux débat. Dans un pays qui est parfaitement organisé, vous n'avez pas ce genre de problème. Dans un pays qui est organisé d'un point de vue qui dépasse, qui est au-dessus, qui est au-delà de la question tribale, qui est au-delà du sentiment d'appartenance, vous n'avez pas besoin de ça. C'est-à-dire que dans un pays qui est bien organisé, vous entrez dans un bureau, on vous sert, vous n'avez pas besoin de vous souvenir que est-ce que la personne parle ma langue, vient de mon village. Vous n'avez pas besoin de ça. Du coup, la question de l'équilibre régional n'a aucun sens. Parce que la question de l'équilibre régional naît du fait des déséquilibres entre les zones créés par les colons qui étaient ici, par les Français et les Anglais, et puis tout d'un coup, et influencé en grande partie par l'histoire. Parce qu'après, les Européens viennent avec leur système et cette école qui est européenne n'est pas, par exemple, acceptée rapidement ou intégrée rapidement dans le mode de vie des populations du nord du Cameroun qui étudient le Coran. Bon, moi, je ne sais pas si avec le Coran, on construit les avions, si avec la Bible, on construit les ponts, etc. Mais toujours est-il que les gens avaient surtout cette éducation-là. Mais quand vous avez cette éducation-là et qu'on doit s'asseoir pour discuter du budget de l'État, vous vous asseyez, vous parlez de quoi? Est-ce que vous comprenez de quoi les gens parlent? Vous ne comprenez pas. Donc, on a essayé de rattraper un certain nombre de choses provoquées par l'histoire et cette histoire que nous ne contrôlions pas. Donc, il faut aujourd'hui qu'on monte le plus haut possible là où nos ancêtres étaient.
Oui. Si nous réussissons à monter aussi haut que là où nos ancêtres sont montés, nous réglons tous ces détails au passage. Le problème, c'est que si nos ancêtres étaient montés à un niveau qui est de 100, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, là, on est à peine à 2. On n'est même pas à 2% de ce que nos ancêtres ont réalisé. Oui. Et la conséquence, c'est que nous sommes la risée du monde. On est là dans un pays où les gens vont passer le temps à discuter de « ouais, j'ai combien de gens de mon village qui ont eu le concours ?» Mais il y a celui qui pose même, qui ont été reçus au concours, celui qui pose même ce genre de questions, c'est quelqu'un qui n'a aucun... C'est-à-dire qu'il ne comprend rien à la marche du monde. Oui. Pour que vous puissiez vous présenter à un concours, mais il faut que vous alliez à l'école. Vous devez être formé. Cette personne n'a jamais demandé si les gens de son village sont formés. Jamais. Pour sortir... Oui. Je vous mets au défi. Tous les gens qui radotent là, qui bavardent là depuis. Est-ce que nous avons combien de gens de chez nous qui ont été reçus à tel ou tel concours? Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là demander si les gens de chez eux ont un lycée, un collège, une université? Ils ne parlent jamais de ça. Si la qualité de l'éducation de leurs gens, ils ne parlent jamais de ça. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens qui se plaignent, qui essayent de nommer les gens de leur village partout, dès qu'ils sont nommés, ils prennent tout le monde. Dès que le gouvernement lui-même veut nommer, nomme beaucoup de gens qui viennent de quelque part. Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là se dire, si vous êtes à table et que vous êtes assis autour d'une table et qu'il y a une personne qui se sert beaucoup plus que tout le monde, est-ce que vous pensez qu'il y aura de l'harmonie autour de cette table? Non. Alors, l'harmonie, la disharmonie, le déséquilibre provoqué par le fait que quelqu'un se servi plus que tout le monde, lui est plus fatal qu'à ceux qui n'ont rien. Parce que quelqu'un va s'énerver, va taper la table et il y en aura qui ne se seront pas servis, ils n'auront rien perdu. Mais c'est celui qui se sera servi beaucoup là, qui voulait tout manger tout seul, c'est lui qui va tout perdre, puisque c'est lui qui avait quelque chose. Donc il faut vraiment... C'est-à-dire que la question de l'organisation, de la projection de notre pays est une question qui passe par l'honneur, l'hommage, le respect à rendre à nos ancêtres. Il faut qu'on remonte à un certain niveau pour avoir la capacité de comprendre ce que nos ancêtres ont fait et pour avoir la capacité de le traduire, de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Si nous n'y arrivons pas et que nous sommes là à suivre les Européens comme des petits chiens en croyant que leurs théories sont les meilleures alors que c'est des inepties extraordinaires si on va creuser à l'intérieur pour les déconstruire, en tout cas par rapport à notre environnement et par rapport à nos valeurs, à notre culture et par rapport à nos propres idéaux, eh bien, nous allons toujours construire des pays dans lesquels, au lieu d'avoir des discussions profondes sur les questions idéologiques, sur la structuration du pays, sur l'architecture du pays, on va avoir des discussions sur le nombre de places au concours. Oui. On va avoir des discussions sur telle ou telle chose, alors que c'est des détails. Docteur Yambé Timba, pour sortir en quelques secondes seulement, Emmanuel Fotso, qui est un fidèle auditeur de ABK Radio, demande comment on peut sortir du repli tribal au Cameroun qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut reprendre le flambeau? Je pense que vous pouvez nous donner une réponse à sa question en 3 mots. Oui, bien sûr, on peut le faire rapidement. Oui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il sait tout, ou il sait tout ce qu'il faut faire. Oui. J'invite tous les Camerounais du 14 au 19 juillet à Douala pour qu'on célèbre un hommage aux ancêtres. Nous allons avoir des échanges. Pendant ce temps-là, l'intelligence collective est une chose extraordinaire. Nous allons mettre notre intelligence collective au service des questions sur l'avenir de notre pays et l'avenir de l'Afrique tout entière. Donc du 14 au 19 juillet, l'hommage mondial aux ancêtres aura lieu à Douala. Venez, allez sur Facebook, vous allez consulter la page Keper, vous allez voir ça. Tapez sur Google, hommage mondial aux ancêtres, Douala, vous allez trouver ça. Je dis à M. Fotso, il faut être là, il faut inviter beaucoup de gens. Et nous avons fait un pari extraordinaire. Cet hommage mondial aux ancêtres, nous avons fait le pari qui sera financé par les Camerounais eux-mêmes, par les Africains eux-mêmes. Il faut que chacun donne 1000 francs, chacun donne 2000, chacun donne 5000, celui qui le peut donne 100 000 ou 1 million, mais que chacun donne 100 francs. Si les Camerounais réussissent à financer cet hommage mondial aux ancêtres, ça veut dire qu'ils sont prêts à reprendre définitivement leur pays et à le hisser au même niveau que leurs ancêtres. Et je crois que nos ancêtres attendent de voir ça pour nous apporter leur secours, leur soutien et surtout leur lumière, celles qui ont produit la sagesse et l'intelligence qui nous manquent aujourd'hui.
Merci, docteur Yambé Timba, pour cet entretien de ce matin. C'est moi qui vous remercie, Madame Pika, qui remercie toute votre équipe et remercie ceux qui nous ont écoutés. Merci. ABK Radio est situé au 7e étage de l'immeuble ABK, tout à côté de l'ancienne mairie de Douala 5e à Bonamoussadi, Carrefour ABK Radio. Téléphone 677 33 0033 699 84 99 70. Merci d'écouter la fréquence utile et agréable.